Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant une détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Donc, comme définition, la détresse respiratoire aiguë est un tableau clinique respiratoire aigu inquiétant, faisant craindre la mise en jeu de pronostics vital de patient. Il peut précéder l'altération des échanges gazeux qui définissent l'insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, la mesure des gaz de sang peut être faussement rassurante au cours de la détresse respiratoire aiguë. Donc, le diagnostic positif de la détresse respiratoire aiguë repose bien exclusivement sur des critères cliniques. Les anomalies gazométriques étant requises pour le diagnostic de l'insuffisance respiratoire aiguë et pour l'orientation étiologique. Le principal symptôme, c'est une dyspnée variable. On a aussi des signes d'hypoxémie qui peuvent être une cyanose prédominante aux extrémités, voire des troubles de conscience allant jusqu'à coma et arrêt cardio-respiratoire. On a aussi des signes d'hypercapnie, notamment céphalée, astérexis ou flipping tremor. On a aussi somnolence, voire coma, confusion, désorientation, hypertension artérielle et aussi on trouve une vasodilatation cutanée et une hypercrinie, notamment sueur, hypercialorée et encombrement. Faut pas oublier aussi de chercher des signes de gravité, notamment des signes de gravité respiratoire qui témoignent soit une augmentation de travail respiratoire, ce qu'on appelle des signes de lutte, ou bien une défaillance neuromusculaire de système respiratoire. Donc on trouve soit une polypnée supérieure à 30 cycles par minute ou bien une bradypnée inférieure à 15 cycles par minute qui doit redoter l'arrêt respiratoire imminent. On trouve aussi des signes de lyte, des signes d'hypercapnie. On a parlé de ça dans le diagnostic positif. On trouve aussi des difficultés pour parler, un tout inefficace, traduisant la diminution de débit expiratoire dans les voies aériennes. On trouve aussi des signes de gravité cardiovasculaire, notamment un pouls paradoxal, une diminution inspiratoire de la pression artérielle de plus de 20 mm de mercure, traduisant les variations de la pression intrathoracique par l'augmentation du travail respiratoire. On trouve aussi des signes de cœur pulmonaire aigu, notamment une tachycardie plus de 120 minutes ou bien battements par minute. On trouve aussi hypotension artérielle, un temps de recoloration supérieur, cutanée supérieur à 3 secondes, marbrure. On trouve aussi une turgescence jugulaire, hépatalgie ou bien turgescence hépato-jugulaire. Aussi des signes de gravité neurologique, donc des troubles de conscience ou de vigilance et des convulsions. Donc ça, c'est très important de rechercher ces signes-là parce qu'ils témoignent d'une gravité de la détresse respiratoire. Donc, dès l'identification de cette détresse, il faut la mise en place d'une conduite à tenir urgente symptomatique. Tout d'abord, une conduite à tenir pré-hospitalière. Donc là, on assure une libération des voies aériennes supérieures. Donc lorsqu'on suspecte un corps étranger par des claques dorsales ou la manœuvre de Dimlich, on assure aussi une oxygénothérapie au masque à haute concentration en ajustant le débit pour obtenir une saturation percutanée en oxygène entre 90 et 95%. On va poser un voie veineuse périphérique et faire un monitoring respiratoire et cardiovasculaire continu.
si le diagnostic étiologique il est évident et le traitement de cette étiologie il est réalisable en pré-hospitalier, donc on met en place ce traitement étiologique. Donc par exemple les diurétiques lorsqu'on a un œdème aigu de poumon ou les bronchodilatateurs lorsqu'on a un asthme aigu grave. Donc la prise en charge hospitalière repose sur l'hospitalisation en réanimation avec surveillance continue ou bien en soins intensifs, ça en fonction de la gravité et de l'évolution sur l'oxygénothérapie. On assure une ventilation non invasive, ce qu'on appelle continuous positive airway pressure en anglais, lorsqu'on a un œdème aigu de poumon avec un masque nasobuccal. Aussi, une ventilation non invasive avec masque nasobuccal lorsqu'on a une exacerbation de BBCO avec acidose respiratoire, lorsqu'on a une détresse respiratoire aiguë hypoxémique de l'immunodéprimé, lorsqu'on a aussi une hypoxémie post-opératoire en l'absence des contre-indications. On va voir ces contre-indications dans le diapo suivant. L'intubation et la ventilation invasive lorsqu'on a une saturation percutanée en oxygène inférieure à 90%, même sous oxygène ou ventilation non invasive, lorsqu'on a des troubles de conscience, de choc incontrôlé, inefficacité ou bien des contre-indications à la ventilation non invasive. Donc aussi, il ne faut pas oublier de traiter l'étiologie et les facteurs de décompensation de la détresse respiratoire aiguë. Donc voilà un tableau des indications de la ventilation non invasive et un tableau des contre-indications de la ventilation non invasive. Donc je vous laisse faire pause et les lire tranquillement. Donc l'enquête étiologique commence tout premièrement par un interrogatoire pour pour détecter les modalités de début, est-ce qu'il est brutal ou progressif, les circonstances déclenchantes, est-ce qu'on a un traumatisme, là oriente vers un volet costal, un pneumothorax, un épisode antérieur, surtout le cas de l'asthme, BBCO, activité professionnelle, contexte social, habitude toxique aussi. Tabac oriente vers le BBCO, l'existence d'un handicap respiratoire chronique déjà connu, pathologie associée. L'examen clinique, là, l'auscultation recherche des bruits anormaux, des silences auscultatoires, un hypocratisme digital, une distension thoracique qui témoigne de la chronicité de l'atteinte respiratoire et aussi de l'hypoxémie qui se manifeste par l'hypocratisme digital. On recherche aussi dysphonie, dysphasie hypercalorique qui témoignent le plus souvent d'un corps, d'une obstruction haute, syndrome infectieux, syndrome douloureux thoracique, signes de phlébite qui témoignent ou bien qui orientent vers l'embolie pulmonaire, signes digestifs ou autres. Donc les examens paracliniques à demander, lorsqu'ils sont des examens à demander pour non pas pour poser le diagnostic de la détresse respiratoire aiguë, mais pour orienter le diagnostic étiologique. Lorsqu'on a une saturation percutanée en O2 inférieure à 90%, là on est orienté vers l'insuffisance respiratoire aiguë en attendant le résultat des gaz de sang. Les gaz de sang et lactate artériel, là il permet de faire, comme on a dit, de faire le diagnostic de l'insuffisance respiratoire aiguë et aussi de préciser le type de la détresse respiratoire aiguë et orienter le diagnostic étiologique des autres étiologies, et aussi ils fournissent des éléments qui traduisent la gravité, notamment un pH qui est inférieur à 7,35, une pression artérielle en O2 inférieure à 60 mm de mercure, une pression artérielle en CO2 supérieure à 45 mm de mercure, et toute élévation de lactate, et c'est un signe de gravité. La radiographie du thorax, donc radio standard face, va orienter aussi le diagnostic étiologique. La numération des formules sanguines, là lorsqu'on a une anémie, là il est soit en rapport avec une détresse respiratoire aiguë liée à l'hypoxie tissulaire, ou bien une cardiopathie préexistante décompensée par
donc par l'anémie ou bien un œdème aigu de poumon, un œdème aigu de poumon sur insuffisance cardiaque à haut débit. Lorsqu'on a une leucocytose ou bien une leucopénie, là on est orienté vers une pathologie infectieuse, et lorsqu'on a une thrombopénie, là on est orienté vers la syndrome ou bien la détresse respiratoire aiguë secondaire à une sepsis. Les biomarqueurs, donc certains biomarqueurs élevés orientent le diagnostic, notamment lorsqu'on a des marqueurs cardiaques, troponine, BNP. Là, ils orientent vers l'œdème aigu de poumon, cardiogénique, aussi l'embolie pulmonaire. Donc, mais peut-être élevé dans d'autres situations, notamment la détresse respiratoire aiguë sur insuffisance respiratoire chronique avec décompensation cardiaque droite, une défaillance cardiovasculaire de sepsis. Aussi là, j'ai oublié là dans la numération de formules sanguines, lorsqu'on a une polyglobulie, elle oriente vers une détresse respiratoire aiguë sur insuffisance respiratoire chronique. L'élévation de la procalcitonin oriente vers une pathologie infectieuse, mais il peut être élevé lorsqu'on a aussi un syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse, ou bien lorsqu'on a un polytraumatisé ou un contexte post-opératoire. Dans le CG, lorsqu'on a une arythmie ou des troubles de repolarisation, là, il oriente vers un œdème aigu de poumon et aussi l'embolie pulmonaire. L'échographie Doppler cardiaque transthoracique, il permet le diagnostic de l'élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Ça, il oriente vers l'œdème aigu de poumon. Il permet aussi le diagnostic de son mécanisme, donc soit pathologie valvulaire, myocardiopathie dilatéro-ischémique ou autre. Lorsqu'on a une association d'une dilatation ventriculaire droite, un trouble de la cinétique septale et d'une hypertension artérielle pulmonaire, là, ça permet le diagnostic de cœur pulmonaire aigu qui oriente vers l'embolie pulmonaire, la détresse respiratoire aiguë sur insuffisance respiratoire chronique ou bien syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc aussi, lorsqu'on a l'absence de l'échogénicité suffisante, là on peut faire l'écho par voie transœsophagienne, mais il n'est pas réalisable chez le malade non intubé en détresse respiratoire aiguë. La fibroscopie bronchique, il peut permettre la réalisation des prélèvements microbiologiques, le diagnostic étiologique d'une obstruction des voies aériennes, mais il peut être contre-indiqué en l'absence d'intubation orotrachéale en raison de l'intensité de l'hypoxémie. Donc concernant les étiologies, on a soit des étiologies en rapport avec une obstruction des voies aériennes, notamment corps étranger, épiglottite, œdème de Kink, tumeur laryngée ou autres, lorsqu'on parle des voies aériennes supérieures, donc l'obstruction bronchique, donc soit asthme aigu grave, décompensation aiguë de BBC ou autre chose, l'atteinte neuromusculaire, là, AVC, intoxication aux benzodiazépines, autres médicaments, traumatisme crânien, pyélomyélite, sclérose latérale amyotrophique, tétanos, syndrome de Guillain-Barré, donc la liste est très longue. L'atteinte de la paroi thoracique ou pleurale, là on est, c'est un contexte qui est traumatique, notamment donc on a le volet costal, pleurisé, pneumothorax, hydropneumothorax, autres. L'atteinte de parenchyme pulmonaire, donc soit pneumopathie infectieuse, pneumopathie interstitielle, ou donc fibrose pulmonaire, œdème aigu de poumon cardiogénique, lésionnel de syndrome de détresse respiratoire, autres. L'atteinte vasculaire, l'embolie pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, autre. Donc le diagnostic étiologique là, il est orienté par la clinique, l'interrogatoire et l'examen, le terrain, tout ça va nous aider à faire notre diagnostic étiologique pour assurer un traitement étiologique le plus rapidement possible. Donc comme conclusion, la détresse respiratoire aiguë, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc dès le diagnostic nécessite une prise en charge rapide en pré-hospitalier, un transport rapidement au milieu hospitalier pour hospitalisation en service
de réanimation en unité de soins intensifs pour donc assurer un traitement symptomatique tout premièrement et étiologique le plus rapidement possible pour diminuer la mortalité de cette affection. Et donc je vous remercie.